Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une analyse de l'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. L'étrange cas de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, qui se déroule à Londres au XIXe siècle, est une nouvelle très suspensive qui mélange la science-fiction, l'horreur et les genres policiers, car elle raconte l'histoire spéciale d'Henry Jekyll et d'Edward Hyde. Deux hommes, Utterson et Enfield, sont sortis se promener. Enfield voit une porte qui lui rappelle une histoire. Il explique qu'une nuit, alors que les rues étaient presque vides, un homme a rencontré une petite fille, l'a renversée, l'a piétinée et est parti. Enfield a attrapé l'homme et avec quelques autres l'a fait chanter pour donner de l'argent à la famille de la fille. L'homme les a amenés à une porte, est passé et est revenu avec de l'or et un chèque pour le reste. Cet homme était Edward Hyde. Avocat, Utterson détient un testament pour Jekyll depuis un certain temps et les termes du testament l'ont toujours préoccupé. Le testament de Jekyll laisse tout à Hyde si Jekyll meurt ou s'il disparaît. Après ce qu'il a appris sur Hyde, Utterson est plus préoccupé que jamais. En conséquence, il part à la recherche de Hyde, hantant les rues de Londres, jusqu'à ce qu'il le localise. Quand il le fait, il pense que le visage de Hyde est très dérangeant. 2 semaines plus tard, lorsqu'il dîne avec Jekyll, Utterson pose des questions sur Hyde. Jekyll ne lui dit rien et fait même promettre à Utterson de prendre soin de Hyde si Jekyll disparaît. Une nuit, 1 an plus tard, Hyde bat à mort un gentleman respecté. Après que la police a trouvé une lettre sur le corps adressée à Utterson, elle contacte Utterson qui identifie le corps. Il emmène ensuite les officiers à la résidence de Hyde qui montre des signes d'évasion précipités. Utterson rend visite à Jekyll et lui demande s'il a entendu parler du meurtre ou s'il cache l'homme. Jekyll jure que non. Il laisse Utterson lire une lettre de Hyde qui semble indiquer que leur relation est terminée. Utterson est soulagé, mais seulement pour quelques minutes. Son greffier en chef dit que l'écriture manuscrite dans la lettre semble être celle de Jekyll. Utterson conclut que Jekyll couvre un meurtrier. 2 mois s'écoulent, au cours desquels Jekyll semble être revenu à la normale, puis soudainement il exclut Utterson. Utterson rend visite à leur ami commun, le docteur Lannion, qui trouve son confrère dans un état préoccupant, comme s'il était en état de choc. Lannion et Jekyll ne parlent plus, mais Lannion ne dira pas à Utterson pourquoi. Utterson écrit à Jekyll demandant une explication, mais tout ce que Jekyll dit, c'est qu'il convient que leur amitié est terminée. Quelques semaines plus tard, Lannion meurt. À ce moment-là, Utterson ouvre une enveloppe que Lannion avait demandé d'ouvrir à sa mort. Elle contient une autre lettre à ouvrir à la mort ou à la disparition de Jekyll. Quelque temps plus tard, Utterson et Enfield se promènent et passent à nouveau la porte du laboratoire de Jekyll. Ils commencent à parler à Jekyll, qui est assis contre une fenêtre, mais ensuite le visage de Jekyll prend soudainement l'expression d'une grande terreur. La fenêtre claque et il disparaît. Utterson et Enfield marchent, confus et inquiets. Un soir, quelque temps plus tard, le serviteur de Jekyll, Poole, rend visite à Utterson chez lui. Poole s'inquiète qu'il soit arrivé quelque chose à son maître et demande à Utterson de venir avec lui. Lorsqu'ils arrivent chez Jekyll, Poole frappe à la porte de son armoire. Utterson est d'accord avec Poole pour dire que c'est la voix de Hyde, pas celle de Jekyll, qu'ils entendent. Ils brisent la porte et trouvent Hyde mort, mais toujours convulsif du poison qu'il a pris. Il n'y a aucune trace de Jekyll. La seule chose qu'il trouve est une enveloppe adressée à Utterson qui contient 3 lettres scellées. La première est le testament révisé de Jekyll qui laisse tout à Utterson. La deuxième est une note pour lire la lettre de Lannion qu'Utterson a chez lui. La troisième contient les aveux de Jekyll. Utterson rentre chez lui et lit la lettre de Lannion dans laquelle le médecin décrit un service qu'il a rendu à Jekyll. Lannion s'est rendu au cabinet de Jekyll au-dessus de son laboratoire, a sorti un tiroir et est rentré chez lui où il a attendu un messager qui le ramasserait.
Lorsque le messager est arrivé, l'agneau a regardé le messager qui l'identifie comme Hyde mélanger une potion à partir d'ingrédients dans le tiroir et la boire. Hyde s'est transformé sous les yeux de l'agneau en Dr. Jekyll. Utterson lit ensuite l'explication de Jekyll sur tout ce qui s'est passé. Il explique comment Jekyll avait vécu une double vie, agissant d'une manière en privé et d'une autre en public. Ses études scientifiques l'ont amené à réaliser que toutes les personnes avaient ces deux identités et il a trouvé un moyen de les diviser en deux, créant un deuxième visage et un deuxième corps. Il a fabriqué une drogue qui lui a permis de passer d'Henry Jekyll à Edward Hyde. Hyde était plus jeune, plus passionné et beaucoup plus méchant. Jekyll aimait avoir cet exutoire pour ses passions et il s'est livré à son expérience de Hyde jusqu'à ce qu'il tue Carew. Puis il a essayé de mettre Hyde de côté. Cependant, il a vite appris qu'il avait perturbé l'équilibre de son identité, de sorte que Hyde était maintenant sa forme naturelle. Jekyll s'est retrouvé à se transformer en Hyde sans sa potion. Il a commencé à faire des plans au cas où Hyde prendrait le contrôle permanent. Il a également essayé de créer plus de sa potion pour obtenir davantage de contrôle. Cependant, la nouvelle potion n'a pas été efficace. Il a pris la dernière potion originale pour obtenir suffisamment de contrôle pour écrire ce compte-rendu de ses actes. L'une de ses identités a ensuite pris de l'arsenic pour les tuer toutes les deux, Hyde et le personnage qui est retrouvé mourant. Nous allons maintenant passer à l'analyse de cette œuvre. L'événement essentiel qui nourrit l'intrigue dans l'étrange cas du Dr. Jekyll et de M. Hyde est l'expérience permettant au Dr. Jekyll de se diviser en deux personnes. Ce concept inspiré permet à Stevenson d'explorer des questions fondamentales qui continuent d'occuper les gens aujourd'hui. Quelle est la nature du mal? Jusqu'où la science devrait-elle aller dans l'étude de la nature essentielle de l'humanité? Que signifie être un être humain unique? Certains thèmes élémentaires émergent dans l'histoire qui mettent les lecteurs au défi de prendre en considération ces questions et leurs réponses. Dans sa lettre, qui forme le dernier chapitre de cette nouvelle, le Dr. Jekyll identifie explicitement l'un des thèmes fondamentaux de cet ouvrage, le bien et le mal. Bien que cela semble assez simple, la réalité finit par être plus compliquée. La première fois que Jekyll prend sa teinture, c'est-à-dire sa drogue mélangée à de l'alcool, il se sent plus jeune, plus léger, plus heureux dans son corps. Il est plus sensuel. Bien qu'il dise qu'il est 10 fois plus méchant, une partie de ce qu'il décrit est simplement d'être plus jeune. Ce qui est mauvais pour Jekyll et pour la société britannique de l'époque victorienne très puritaine, c'est d'être jeune, sensuel et passionné. À un autre moment de ce dernier chapitre, Jekyll décrit les plaisirs qu'il aime lorsqu'il est Hyde comme honteux, faisant probablement allusion à l'homosexualité. Le mal dans cette société est ce qui a trait à la sphère privée, comme la passion, la sexualité et en particulier l'homosexualité qui est sévèrement punie par des peines de prison. Le bien est ce que l'on peut montrer en public, l'intelligence et la religion. La double personnalité la plus évidente et la plus littérale est celle du Dr. Jekyll. Il se divise consciemment et littéralement en deux personnes afin de pouvoir conserver la bonne réputation de son moi public, Henry Jekyll, tout en se livrant à ses sombres passions en tant que Edward Hyde. La première question est donc de savoir quels sont exactement ces moi divisés. Parfois, il semble qu'il s'agisse d'une simple scission bien-mal. Jekyll est bon, Hyde est mauvais. D'autres fois, cependant, c'est plus compliqué. Lorsque Hyde piétine une petite fille dans le premier chapitre, il veut toujours conserver la bonne réputation d'un gentleman, bien qu'on ne sache pas pourquoi. Dans le dernier chapitre, Jekyll explique sa perspective. Hyde est le mal pur, tandis que Jekyll est un composite de bien et de mal. Cette division particulière s'est produite, dit Jekyll, en raison de son intention lors de la prise de la drogue. S'il avait voulu créer une version purement bonne de lui-même, la potion qu'il a faite l'aurait réalisée, plutôt que de créer un être diabolique. À divers moments, cette nouvelle semble raconter une guerre existant en soi entre les étapes de l'évolution. Utterson voit Hyde comme ayant quelque chose de troglodytique dans son visage, ce qui en ferait un conflit entre l'homme des cavernes et l'homme moderne. Cependant, lorsque Jekyll qualifie Hyde de plus jeune,
Le conflit semble se déplacer entre un moi plus jeune et passionné et un moi plus mature et discipliné. Les premières pages de cette nouvelle décrivent l'autodiscipline constante d'Utterson. C'est une façon de rendre la maîtrise de soi habituelle. Le Dr Jekyll, en revanche, utilise ses connaissances scientifiques pour échapper à la maîtrise de soi. Une fois qu'il a créé une teinture qui libère Hyde comme son côté maléfique, Jekyll n'a plus à exercer la maîtrise de soi. Il peut laisser Hyde se déchaîner. Cela conduit à une ironie situationnelle profonde et amère pour Jekyll. Une fois qu'il a libéré Hyde, il ne peut plus le remettre sous contrôle. Jekyll se couche avec une identité et se réveille avec une autre, perdant le contrôle de lui-même sur le plan littéral et physique. En fin de compte, la seule façon de récupérer ce contrôle est de se suicider. Dans l'Angleterre victorienne, on s'attendait à ce que les gens agissent de certaines manières telles que définies par la classe sociale à laquelle ils appartenaient. En tant que membre de la classe supérieure, on s'attend à ce que Jekyll se comporte avec soin et correctement, et de plus qu'il le fasse volontairement comme le ferait un vrai gentleman. C'est en partie la raison pour laquelle sa décision de ne pas réprimer ses pulsions inférieures est si choquante pour ses pairs. Ils réagissent en se basant non seulement sur son dégoût du mal, mais aussi sur la surprise que l'un d'eux soit si négligent. L'action de Jekyll va à l'encontre des règles et des valeurs sociales en laissant passer sa nature de primitive sous la forme de Mr. Hyde, dont la violence et la sexualité incontrôlée montrent un mépris total des codes stricts. Les narrateurs de l'histoire soulignent également la forte emprise de la notion de classe dans toute la société. Même lorsqu'ils sont terriblement préoccupés par le Dr Jekyll, ses serviteurs refusent de franchir toute ligne de propriété. Et la force du caractère de Poole en particulier montre à quel point les idées qui qualifient les gens de différents dans leur capacité de penser et de ressentir selon leur classe sont artificielles. Tout au long de cette histoire, les gens suivent différentes méthodes d'enquête où ils refusent de le faire. Enfield est le premier personnage qui refuse de suivre les questions jusqu'à leur fin, et il refuse même de les poser. Dans le premier chapitre, il tient à dire que si quelque chose ressemble à Queer Street, il se fait un devoir de ne pas poser de questions à ce sujet. Fait frappant, il ne le fait pas parce que poser ces questions peut conduire à porter des jugements. D'autre part, tout au long de la nouvelle, il s'avère essentiel de comprendre comment rechercher la vérité correctement et le faire avec succès. Cela prend de nombreuses formes. Enfield fait pression sur Hyde pour obtenir de l'argent dans le premier chapitre. Utterson fait pression sur Hyde pour qu'il voie son visage dans le deuxième chapitre. Et Poole recueille des preuves à présenter à Utterson sur le sort de Jekyll plus tard dans le récit. Jekyll montre également le danger d'une enquête inappropriée. Il pose des questions risquées et poursuit ses investigations dans des endroits dangereux. Sa mort et la mort d'autres personnes sont d'autres conséquences irrévocables. L'obscurité est le royaume de Mr. Hyde, et il est décrit comme ayant une influence sombre sur le monde. Hyde se déplace principalement la nuit, commettant ces terribles actes. La nuit devient donc le moment où les lecteurs s'attendent à ce que des choses terribles et mauvaises se produisent dans la nouvelle. L'obscurité s'étend également aux ombres et au brouillard, créant un sentiment d'obscurité ainsi qu'une incapacité à voir les choses clairement. Dans la psychologie jungienne, la maison représente la psyché d'une personne, de sorte que l'état de la maison donne des indices sur l'état de la psyché. La façade d'une maison est le personnage public, l'arrière de la maison est la partie cachée et gardée privée. Dans cette nouvelle, le Dr Jekyll accueille les gens par l'avant de la maison, tandis que Hyde entre par l'arrière en utilisant une porte que personne ne connaît. Hyde, à juste titre, a une maison entière, mais n'en utilise que 2 pièces. Le reste est vide. Cela symbolise le développement limité de Hyde, son accès à quelques aspects seulement de la psyché humaine. Une personne passe par une porte pour entrer dans une maison. Dans la thérapie jungienne et d'autres systèmes, les portes sont des passages entre les mondes. Une porte verrouillée, comme celle que Jekyll utilise pour empêcher ses amis et ses serviteurs d'entrer, est une tentative de contrôler sa réalité. Lorsque Poole et Utterson brisent la porte verrouillée de Jekyll,
ils font symboliquement ce que Jekyll s'est déjà fait avec sa teinture, forcer l'accès à son moi privé et intérieur. Dans l'Angleterre victorienne, les messieurs portaient souvent des cannes. Elles servaient à la fois d'armes si le besoin se faisait sentir et de signe d'appartenance à une classe sociale supérieure. Dans cette nouvelle, Enfield utilise sa canne pour indiquer la porte associée à M. Hyde dans le premier chapitre. Mais alors que la canne d'Enfield reste intacte, Hyde brise la sienne lorsqu'il bat à mort Sir Danvers Carew. Cela symbolise la rupture de l'identité de Jekyll et de son utilisation de Hyde comme couverture. Lorsque Hyde ramène sa canne brisée chez lui et la laisse là-bas, cela sert de preuve que c'est lui qui a tué Carew. Plus important encore, cela montre Hyde si éloigné de la vie normale qu'il ne pense plus à de telles choses. Cela peut également démontrer qu'il n'a aucune peur ou qu'il ne se sent pas coupable. Le vêtement est une représentation externe de soi-même. Dans une société avec des distinctions de classe claires telles que celle de l'Angleterre victorienne, ce n'est pas inconscient ou subtil, c'est conscient, direct et littéral. Les serviteurs portent la livrée, les messieurs s'habillent formellement, les juges portent des robes, etc. Le moment où les vêtements deviennent symboliques dans cette nouvelle est lorsque le Dr Jekyll devient Mr Hyde. Parce que Hyde est physiquement plus petit que Jekyll, les vêtements de Jekyll ne lui conviennent pas. Cela peut être lu de plusieurs manières différentes qui fonctionnent toutes. Hyde est, comme l'a dit Jekyll, plus jeune que son créateur. Hyde n'est pas aussi mature ou pleinement développé que Jekyll. Ce n'est pas un humain complet. Jekyll est un composite du bien et du mal, alors que Hyde est juste mauvais, et il manque donc une partie du soi originel.